y a tellement de choses intéressantes, c'est vraiment incroyable. On ne sait pas où mettre la tête. Je veux commencer par faire une reconnaissance du territoire. Nous, en tant qu'organisme, on veut vraiment, vu qu'on est présent d'un océan à l'autre, on veut répondre aux appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation du Canada. Récemment, on voit ça de plus en plus dans le début de certaines conférences ou même dans certaines classes à l'école. On prend conscience, dans le fond, du territoire où on se trouve. Et puis des nations qui étaient là historiquement avant qu'on arrive. Fait que j'invite vraiment chacun, chez nous, on a chacun fait une petite recherche sur où on se trouve. Je vous rejoins aujourd'hui près de la rivière Saint-Jean, de la région qu'on appelle Madawaska. C'est les Algonquins qui se trouvaient ici. Ils voyageaient le long de la rivière Saint-Jean jusqu'à l'océan Atlantique. Donc, je suis sur un chemin parce qu'autrefois, les rivières étaient les chemins. Donc, je suis ici au nom de Kids Code Jeunesse. Je ne suis pas là pour me représenter moi-même. On est un organisme à but non lucratif. On travaille partout au Canada. On va dans les écoles. On est surtout là pour appuyer les systèmes éducatifs en place. Donc, on est là pour vous, pour les enseignants. Puis, je veux aussi prendre un moment pour remercier nos partenaires, particulièrement Algora Lab, avec qui on travaille récemment. Ils sont une chaire de recherche en intelligence artificielle. Ils nous ont donné beaucoup de bons conseils pour développer nos activités les plus récentes sur l'intelligence artificielle dont je vais vous parler aujourd'hui. La première chose que je veux vous parler, c'est un de nos beaux projets cette année, c'est le défi Jeunesse 2030. Donc, on a mis sur pied un défi. On s'est dit qu'on allait faire ça pendant 10 ans dans le but d'encourager les enfants d'utiliser la technologie pour rendre le monde meilleur. Donc, je vous amène sur notre site web. C'est ça? Donc, on a créé un site web vraiment à part de notre site principal où on peut relever le défi cette année de réduire notre consommation de plastique. Donc, le défi est fini au mois de juin, mais la ressource que vous voyez ici, elle va demeurer disponible par après. Donc, c'est toujours une ressource qui va vous rester, que vous pouvez utiliser dans votre classe de manière autonome. On peut regarder un petit peu la page du défi. Quand on arrive ici, il y a toutes sortes d'informations. Dans chaque table, on peut voir, apprendre beaucoup de choses sur la pollution causée par le plastique et aussi comment on peut utiliser les données pour mieux comprendre le problème, mieux comprendre un problème en général. Comment les données peuvent nous permettre de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, avec ces données-là que les enfants vont soumettre, donc ici, on peut rentrer les données et vraiment visualiser notre consommation de plastique. Et ensuite, voir la différence que nos actions ont apportée. On peut voir, nous, on va prendre toutes ces données-là pour voir l'impact qu'on peut avoir quand on travaille tout le monde ensemble. Donc, les jeunes vont aussi pouvoir voir comment en travaillant tous ensemble, on peut réduire et visuellement, on peut vraiment voir le résultat de nos actions. On a une galerie ici qu'on a ajoutée récemment. On peut voir des idées des enfants qui nous ont envoyées. On a des dessins, on a des projets Scratch, on a... Puis, surprenamment, il y a quelqu'un qui a parlé de nous au Mexique parce qu'on a beaucoup de soumissions des enfants au Mexique. Il y en a un que je trouve vraiment cool ici, c'est celui-là. Il y a quelqu'un qui a travaillé vraiment fort pour faire une publicité pour nous encourager à utiliser les couches en coton plutôt que les couches en plastique. Donc, c'est des idées que les enfants nous ont envoyées. Donc, si vous avez envie de participer, je vous laisserai le lien vers la fin. Donc, le défi Jeunesse 2030, j'en parle en premier parce que vous allez voir, on a des ateliers liés à ça. Puis, c'est dans le fond la base de beaucoup de ce qu'on fait.
ainsi que le cadre de référence du numérique. Vous venez de le voir avec Mme Rioux. Ce que j'aime me remarquer, c'est que quand on regarde au centre, le citoyen éthique et les habiletés technologiques se tiennent main dans la main. Donc, au centre de tout ça, la question éthique, donc d'utiliser la technologie pour le bien, sont vraiment importantes. Puis, nous, on travaille aussi beaucoup la résolution de problèmes, la collaboration. On encourage les enfants à travailler en équipe. L'idée de produire un monde dans Minecraft, toute une classe ensemble, c'est vraiment excellent. Oups, j'ai cliqué sur un lien au lieu de prochaine. Donc, ça, c'est qui va vous l'expliquer, c'est vous les spécialistes. Donc, la pensée computationnelle, ça, dans le fond, ce qu'on voit dans ce qu'on vient de voir, c'est que tout ça, ça travaille ensemble. La pensée computationnelle, ça s'applique à toutes les matières et puis ça permet de développer beaucoup de compétences tout en même temps. Donc, je vous partage un petit vidéo. J'espère que ça va fonctionner. C'est ma collègue Meggy qui vous explique qu'est-ce que c'est que la pensée computationnelle. Bonjour, je m'appelle Meggy Carrier et je suis instructrice principale chez Kids Code Jeunesse. Un petit mot sur Kids Code Jeunesse avant de débuter. Il s'agit d'un organisme canadien bilingue à but non lucratif dont la mission est d'offrir aux enfants et aux éducateurs la possibilité d'en apprendre plus sur la programmation informatique ainsi que sur la pensée computationnelle. Mais justement, la pensée computationnelle, c'est quoi? En gros, la pensée computationnelle, c'est une façon de réfléchir. Et comme pour la pensée créative ou la pensée critique, cette manière de réfléchir peut devenir plus naturelle, voire spontanée, lorsqu'on la met en pratique régulièrement. Même que sans vraiment le savoir, on l'utilise déjà à tous les jours. Elle peut être utilisée, oui, pour résoudre des problèmes, mais aussi pour créer ou même relever de grands défis. On l'applique à travers 4 stratégies. La décomposition, la reconnaissance des schémas, l'abstraction et la pensée algorithmique. Ces stratégies sont toutes interreliées et ne doivent pas nécessairement être appliquées dans un ordre particulier. Et tout ça peut sembler un peu compliqué, mais en se penchant davantage sur chacun des éléments, on réalise rapidement que c'est plus simple qu'on le croit, en plus de devenir un outil formidable dans la vie de tous les jours. Mettons-nous en situation. Marianne veut dessiner une maison. Elle réfléchit à comment elle va s'y prendre, et c'est là que la pensée computationnelle fait son entrée. Je vous montre une image. On peut voir que Marianne est en train de décomposer son défi. Elle s'aperçoit rapidement que la maison peut se décomposer en 4 parties essentielles: le toit, les murs, les fenêtres et la porte. Son défi, qui au début pouvait peut-être sembler complexe, est maintenant divisé en plus petits morceaux, beaucoup plus On dirait qu'on a perdu le partage d'écran. Madame Chapados, est-ce que vous nous entendez? Votre micro est fermé, si vous pouvez juste le réactiver. OK. Je ne sais pas ce qui est arrivé. La réunion a comme disparu pour moi. Je pensais même que j'y étais plus. Donc, je reviens. Désolée. pense aux autres maisons qu'elle connaît, celle de sa grand-mère et celle de son meilleur ami Max, Par contre, on ne voit pas votre partage d'écran. afin de les appliquer sur son dessin. Troisièmement, Okay, Marianne a aussi appliqué une part d'abstraction en s'attaquant seulement. Honnêtement, c'est la première fois que j'utilise Zoom. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Là, En fait, il faudrait juste sélectionner l'écran que vous aviez projeté tantôt. Là, on ne voit que votre... Oui, là, le partage d'écran est revenu. On va voir. C'est beau, c'est revenu. Mais maintenant, j'ai cette fenêtre. Okay. Seulement à l'essentiel de son défi.
Elle savait quelle forme dessiner pour représenter la maison. Et dans cette situation, le matériel utilisé pour la construction de la maison n'est pas absolument essentiel pour la représentation visuelle de la maison. Ce que je veux dire, c'est que ce soit de la brique ou du bardeau, cela ne change pas que l'essentiel d'une maison est plutôt représenté par les fenêtres, les portes, les murs et le toit. Finalement, à l'intérieur de la pensée computationnelle se trouve aussi la pensée algorithmique, qui est un type de formule établissant les étapes que l'on doit suivre pour accomplir la tâche. Marianne doit réfléchir et identifier l'ordre dans lequel elle va dessiner chaque partie de la maison. Il est assez rare que l'on commence par les fenêtres. Habituellement, on peut placer la maison sur le sol, puis continuer en faisant les murs pour établir la grosseur de la maison, puis le toit pour établir la hauteur, et ensuite les portes et les fenêtres. Et c'est ça la pensée computationnelle. Tu as un défi à relever? Utilise les 4 grandes stratégies qui sont au fondement de la pensée computationnelle et tu y arriveras. On peut relever les plus grands défis grâce à cette pensée, que ce soit un texte que l'on veut écrire, un projet artistique que l'on veut créer ou un problème de maths que l'on veut résoudre. Mettre cette pensée en pratique sera toujours un atout. Et je me permets aussi de vous dire qu'une bonne façon de pratiquer la pensée computationnelle est à travers la programmation informatique. En utilisant des plateformes comme MakeCode ou Scratch, on pourra appliquer la pensée computationnelle à travers la création de projets ou de jeux, décomposer les problèmes en déboguant, identifier l'essentiel du code et le réaliser à travers une série d'étapes. Et voilà! Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo qui porte sur la pensée computationnelle. Bon, j'arrête ici parce que je vois que le temps file à une vitesse beaucoup plus rapide qu'habituellement, me semble, mais peut-être que c'est mon impression. Bonjour, je m'appelle Maggie. Donc, c'est pour ça qu'on offre différents ateliers en classe. On a des ateliers Scratch, on a des ateliers Microbit, pour ceux qui connaissent aussi, juste un petit cue comme ça en ce moment, pour les écoles qui reçoivent un atelier Microbit, on offre 10 Microbits pour l'école. Donc, c'est une opportunité pour vous de commencer votre aventure Microbit. On a aussi un atelier lié à notre défi Jeunesse 2030. Tous ces ateliers-là sont gratuits pour les écoles. Il n'y a pas de frais pour vous. C'est à l'enseignante, dans le fond, à nous communiquer, puis organiser l'atelier avec nous. Et puis, la crème de la crème, notre introduction à l'IA, c'est un des ateliers là, qu'on est vraiment fiers. Et puis, c'est l'introduction, dans le fond, à l'IA et l'éthique qui vient aussi plus tard. On a des nouveaux ateliers d'introduction à JavaScript pour le secondaire. La première qui est liée avec le défi Jeunesse 2030. On a vu qu'on pouvait visualiser des données. Ici, on apprend comment, avec JavaScript, on peut vraiment coder la visualisation des données. On a un atelier sur l'algorithme dans les arts. Vraiment cool. On a travaillé avec le Conseil des arts canadiens. Et puis, on peut voir, dans le fond, comment on peut utiliser notre voix pour affecter la fleur. Et puis, la crème de la crème, l'IA et l'éthique. Donc, l'IA et l'éthique, c'est un peu l'atelier qui suit l'introduction à l'IA. C'est important de comprendre c'est quoi l'IA, comment ça fonctionne, et puis ensuite, on peut se questionner sur les questions éthiques. Ces ateliers-là, on les offre en classe, mais aussi tous les programmes, tous les plans de cours, vous pouvez les prendre et vous les approprier. En fait, c'est ce qu'on privilégie. Donc, on préfère vous former, vous offrir notre matériel, nos ressources, et puis c'est vous qui vous pouvez les approprier et les apporter dans vos classes. Et puis, c'est pour ça que Coder, Créer, Éduquer, c'est central à ce que je veux vous présenter aujourd'hui. C'est que je veux que vous puissiez vous approprier. Si vous voulez, après, à recevoir des ressources, vous pouvez m'écrire. Donc, l'introduction à l'IA. Je vous montre un petit peu à quoi ressemble notre programme d'introduction à l'IA. C'est comment fonctionne l'apprentissage automatique. Donc, si on compare avec la programmation traditionnelle simple, on avait des règles, on avait des données, on codait un programme qui nous donnait des réponses. On a une calculatrice qui nous donne les réponses à des multiplications. Maintenant, l'apprentissage automatique, il amène ça un pas plus loin. Il prend la réponse, d'autres données, et puis c'est l'ordinateur qui fait les règles maintenant.
Donc, on va voir pourquoi que ça fait une différence et ça peut affecter, dans le fond, des questions éthiques. Donc, on peut commencer par penser comment un ordinateur fait pour apprendre. Par exemple, comment un enfant apprend, c'est quoi une fourchette? On utilise nos 5 sens. Donc, la première fois qu'on a eu une fourchette dans les mains, probablement qu'on a pensé que c'était un instrument de musique, on l'a cogné sur le... On a toutes sortes de souvenirs et d'associations et d'imagination qui nous permettent de reconnaître une fourchette, qu'elle soit en plastique, qu'elle soit en métal, qu'elle soit partiellement visible, comme on va voir plus tard. Si on pense à un ordinateur, il ne peut pas apprendre avec les sens. Mais par contre, un ordinateur, il va chercher les données avec des entrées. Donc, c'est vraiment intéressant de demander aux enfants comment un ordinateur fait pour apprendre. Eh bien, il n'y a pas d'yeux, mais il y a une caméra. Le microbit, par exemple, il y a des senseurs qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Donc, l'ordinateur a des sens, mais pas tout à fait comme les nôtres. Donc, si on veut apprendre à un ordinateur, c'est quoi une fourchette? Ça a l'air simple, mais ce n'est pas si simple. Il faut lui donner beaucoup de données. Premièrement, des exemples de fourchettes. Plus que tu lui donnes d'exemples de fourchettes, plus qu'il va être capable de les repérer quelque part. Déjà, ici, à gauche, je vois un problème. C'est toutes des fourchettes en métal. Dans la vie, il y a des fourchettes en plastique, des fourchettes en bois. Si tu lui en présentes une, il ne va pas la reconnaître. Mais il faut aussi un contre-exemple. Donc, qu'est-ce qui n'est pas une fourchette? À partir de là, si je lui présente, par exemple, une cuillère, nous, on associe tout de suite la cuillère à la fourchette. On comprend le lien. Tandis que l'ordinateur, lui, tout ce qu'il peut dire, c'est à 90%, c'est pas une fourchette. Mais c'est pas 100%. Donc, est-ce que c'est suffisant, 90% pour une intelligence artificielle? Ça prend beaucoup de données pour qu'un ordinateur puisse apprendre quelque chose d'aussi simple que c'est quoi une fourchette, et puis il ne sait pas encore c'est quoi une cuillère, ni le lien entre les deux. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est construire un modèle d'une fourchette, se la représenter, et puis ensuite, il va chercher le modèle à l'intérieur de des images. Il va pouvoir te dire, c'est une fourchette, c'est pas une fourchette, avec un degré de certitude. Pourquoi c'est compliqué? C'est que nous, notre cerveau, il est vraiment bon pour construire des modèles d'objets. Ici, nous, on voit tout de suite des fourchettes. Mais à gauche, un œuvre d'art avec une fourchette, est-ce qu'on en a inclus dans nos données? On peut déduire au milieu que c'est une fourchette. Puis les enfants à droite qui ont déjà vu le film, ils savent par association, par mémoire, par imagination, quelque chose qu'un ordinateur ne pourra jamais faire. Ici, par exemple, on a essayé d'enseigner à une intelligence artificielle à reconnaître un chihuahua. Donc, on voit ici que pour un ordinateur, peut-être qu'il manquait de données, là, mais il a pris le muffin au bleuet pour un chihuahua. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est comment on peut enseigner dans un monde où on ne comprend pas toujours comment les règles ont été établies. Entre les deux, on a vu tantôt qu'il y a tout un ensemble de codes. Si, par exemple, c'était une intelligence artificielle qui corrigeait les devoirs des élèves au lieu d'une enseignante, on verrait les notes, mais on ne comprendrait peut-être pas toutes les étapes entre les deux, puis comment on a évalué ces élèves-là au final. Donc, on fait un peu confiance à la machine pour beaucoup de choses. Ce qui nous amène à la citoyenneté numérique. Donc, l'influence de l'IA dans nos vies. Je vais très vite. Je n'en reviens pas comment le temps passe vite. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là? Je vais aller voir. On n'a rien encore sur le fil. J'ai laissé un petit message. OK, merci beaucoup. Donc, pour aider à comprendre la citoyenneté numérique, on a aussi fait un projet en collaboration avec l'UNESCO qui permet de comprendre comment fonctionnent les algorithmes et comment ils nous affectent dans la vie de tous les jours. Un autre site vraiment le fun à explorer
avec vos élèves. Donc, il y a quelqu'un On qui dirait que l'Internet, c'est toujours ce que partager j'aime. le lien de votre présentation. Pardon? Il y en a quelqu'un, il y a un participant qui demande si vous pourriez partager le lien de votre présentation. Oui, ben, ce que je pourrais faire, c'est envoyer, ajouter une version PDF tout à l'heure dans les ressources. Sinon, vous pouvez m'écrire, mon courriel, c'est facile, julie@kcj.org. Si vous m'écrivez, ça va me faire plaisir de vous envoyer ça directement. Qui prend ces décisions pour moi? C'est moi! Oh, excuse-moi, je me présente. Je suis un algorithme. Je vis derrière ton écran et je peux t'expliquer comment ça fonctionne. Suis-moi! Bienvenue chez nous! Les algorithmes sont faits par des gens comme toi. Des programmeurs humains me donnent des instructions sous forme de code et nous devenons alors des programmes. Des millions d'algorithmes existent presque partout où tu regardes. Incroyable, non? OK, mais comment c'est ce que j'aime? Quand tu regardes, recherches, partages ou interagis avec du contenu en ligne, tu crées ce qu'on appelle des données. Des algorithmes comme moi s'en servent pour faire des liens entre toi et ce que tu aimes. Nous trouvons des tendances dans tes données, puis nous te montrons des choses qui, à notre avis, pourraient t'intéresser. Voilà! Parfois, à cause d'erreurs dans mon code, je te suggère des choses que tu n'aimes pas ou qui t'agacent. Par contre, si tu comprends comment les algorithmes fonctionnent, tu auras le pouvoir de prendre tes propres décisions. Cool! J'avais pas réalisé que mes choix comptent plus que les tiens. Mais attends, c'est plus complexe que ça, non? Donc, on ouvre la porte à beaucoup de discussions ici avec les élèves. On dirait que l'Internet, c'est toujours ce que j'aime. Donc, l'Internet dans nos vies, les enfants sont beaucoup sur Instagram, Netflix, YouTube. Puis, il faut réaliser que quand on clique sur quelque chose, on parle à l'algorithme. L'algorithme collectionne des données sur nos intérêts. Donc, chaque fois qu'on clique sur quelque chose, on parle à l'algorithme. Donc, on fournit des données, ce qui peut causer une bulle de préférence. Donc, à force de cliquer sur des vidéos de chats, à un moment donné, tu te fais suggérer des vidéos de chats et on finit par rester pris dans un genre de bulle d'intérêt. Donc, il faut y penser peut-être 2 fois avant de cliquer sur des suggestions et peut-être faire nos propres recherches. Les suggestions sont aussi là pour nous garder sur le site le plus longtemps possible, des fois. Donc, on demande aux enfants de réfléchir à comment ils peuvent élargir cette bulle-là. Belle discussion à avoir. Quand on va sur YouTube ou sur les réseaux, on peut prendre du recul, se demander comment on se sent, puis s'assurer que le contenu qu'on regarde, on l'a choisi. Fait que l'IA est où dans nos vies? Elle n'est pas seulement dans Netflix, elle n'est pas seulement dans YouTube, c'est partout. On a l'IA dans les sports pour choisir des joueurs, pour des tactiques de jeu. Ici, on a un exemple qui est vraiment drôle, c'est qu'on avait une caméra qui était programmée pour suivre le ballon pendant la game. Autrefois, je ne sais pas comment ils faisaient les caméramans pour suivre la puck ou le ballon tout le long d'une game, mais maintenant, le robot va le faire. Le robot, ici, il a pris la tête de l'arbitre pour le ballon et tout le long de la partie, la caméra retournait sur la tête chauve de l'arbitre. Pauvre gars. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui ont manqué la partie ce jour-là à cause d'un IA mal codé. Dans la santé, il faut réfléchir à quel point que la santé, on peut utiliser l'IA, par exemple, pour trouver des cas de pneumonie. Ici, on a un exemple pneumonie à 85%. On ne peut pas laisser l'ordinateur décider s'il y a vraiment pneumonie ou pas. On aura toujours besoin du médecin pour venir vérifier, sauf que ça peut peut-être réduire le nombre de cas ou signaler des cas plus importants. Je vais passer vite parce que le temps passe.
Puis, on peut voir que l'IA est partout. En agriculture, on a des robots avec des lasers qui vont aller repérer les mauvaises herbes et les tirer. Fait que dans l'agriculture aussi, on a des robots qui cueillent les légumes dans les serres. Ici, on a un robot qui cueille les piments et il reconnaît quand ils sont jaunes, quand ils sont de la bonne grosseur. Il se promène dans le champ, il ramasse les piments. Si on regarde la vague d'automatisation du travail, on voit que de plus en plus, le travail est automatisé. Donc, si on pense à nos jeunes dans l'avenir, le milieu de travail va être transformé. Je pense des fois, ça me fait penser à quand le tracteur est venu remplacer le cheval. Une grande révolution industrielle. On est un peu dans une autre grande révolution d'automatisation. Donc, l'IA est de plus en plus présent dans tous les domaines. Donc, peu importe les domaines vers lesquels nos jeunes s'en vont, ça va être des questions importantes pour eux. Ce qui nous mène à l'IA éthique, la crème de la crème, notre nouveau programme. On est vraiment fiers de ce programme-là. C'est une réflexion sur les dilemmes éthiques par rapport au milieu du travail qu'on présente aux jeunes. Et puis, il me reste 2 minutes. Merci beaucoup d'avoir été là. J'aurais aimé ça vous parler encore un autre demi-heure, mais il faut que je laisse la tour au suivant. Donc, on part d'un exemple concret. Et puis, on présente des questions aux jeunes présentées de différentes personnes qui travaillent dans une compagnie de recyclage et puis qui pensent que l'IA, c'est une bonne chose ou non dans leur milieu. Donc, on demande aux enfants de délibérer sur différentes questions liées à l'IA. Donc, on a aussi ici des ressources, la Déclaration de Montréal pour un IA responsable et l'intelligence artificielle, un guide de délibération, 2 documents vraiment intéressants pour aborder l'IA et l'éthique dans votre classe. Donc, j'ai ajouté des ressources ici dans mon document. Fait que ceux qui veulent, je peux le partager. Et puis, vous pourrez prendre plus qu'une demi-heure pour aller voir ces ressources-là. Fait que, merci beaucoup. Merci pour votre attention. Je suis vraiment contente d'avoir pu être là avec vous aujourd'hui.